Je vous propose de répondre à une question originale qui n'a rien à voir avec toutes celles qu'on s'est posées. Pourquoi les Français ne dansent-ils plus? C'est la question très intéressante que s'est posée Jérémy Piola. Décalez-vous, Philippe Dessertine, il va venir s'asseoir à côté de vous. Jérémy Piola, vous êtes philosophe, vous venez de publier un essai très qu'il est le premier à s'interroger sur la déculturation des pays développés, notamment la France. La meilleure illustration, le livre s'appelle Portrait du colonialiste, et la meilleure illustration de ce phénomène de déculturation, vous l'avez trouvé dans l'émission Striptease, consacrée à deux Françaises voyageant au Mali. Elles s'habillent à l'africaine, elles se font des nattes à l'africaine, elles mangent africain, et puis elles sont invitées dans une fête africaine, et là il y a des jeunes filles qui dansent très très bien. Comment vont-elles réagir? Ben, regardez. On peut faire pareil que nous, celui qui arrive. En mettant comme ça. Ah oui. Je me rappelle plus comment c'est moi. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins. Pam, pam, pam. La 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 la. La 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 la. Jérémy Piola, dans votre livre, et c'en est quasiment le point de départ, vous dites qu'en voyant cette scène, vous avez ressenti un sentiment de honte. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Et pourquoi c'est le point de départ de tout? C'est pas le point de départ du livre, hein, mais disons qu'il y a la au début, mais c'est plus ou moins au début. Mais disons que la réflexion sur la danse commence là. Effectivement, le sentiment de honte vient du fait que j'ai un esprit plutôt ouvert, positif. Et quand je vois ces deux Françaises, malgré tout ce qu'on a vu avant et que vous avez décrit, qui commencent à dire bon, on va répondre, je me dis tiens, peut-être je vais assister à la découverte d'une danse populaire encore vivante en France que je ne connais pas. Et vraiment, parce que j'ai bon esprit, je pense, enfin, à ce moment-là en tout cas, vraiment, je ne peux même pas imaginer que ça va être la danse des canards. Donc quand c'est la danse des canards, quand la danse des canards répond à une telle force qu'on a vue avant, donc la danse de la jeune fille, il faut savoir que c'est une danse qui demande au moins, on peut au moins reconnaître, sans forcément avoir accès au sens de cette danse, reconnaître la technicité de cette danse. La virtuosité. La virtuosité, voilà, mais même je dis la technicité dans le sens pouvoir lever les jambes aussi haut, répondre par un mouvement élevé à un temps qui est frappé. C'est un rapport aérien à la terre qui est tout à fait d'ailleurs à contrario du discours de Sarkozy sur l'Afrique qui se répéterait toujours et sur un monde ennuyeux. Qui serait celui de l'Afrique. Il y a des problèmes de micro. Oui, donc je vais prendre ce micro-là. Oui, tout va bien. Voilà, je dois tout répéter? Non. Donc voilà, face à la danse de cette jeune fille qui demande une dextérité énorme, une virtuosité, qui est porteuse de sens, je m'attends effectivement à autre chose. Un équivalent. À un équivalent, oui, peut-être, même à un équivalent. Mais quand je vois la danse des canards, ce que je dis dans mon livre, je me pose la question, mais comment se fait-il que ces femmes aient cru que l'équivalent culturel de ce qu'elles ont vu, donc de cette danse, de cette jeune malienne, soit la danse des canards? Mais la réponse est dans la question, parce que peut-être l'équivalent culturel, en culture populaire, de la France à la danse de cette jeune malienne, c'est la danse des canards. On est souvent face à des danses dans des pays du Sud, et on y est, chaque fois qu'on voyage, on est confronté à ça. Tous ces pays-là dansent, ils chantent, ils s'expriment avec leur corps, nous ne le faisons plus. Et souvent, on a l'impression même, on est fier de ça, on a l'impression qu'on est au-dessus de ça. Et alors, à quel moment, enfin, comment est-ce qu'on a perdu ce rapport à la danse? On n'est plus acteur de notre culture. Aujourd'hui, on en est les spectateurs, hein, on danse dans les boîtes de nuit, on regarde les autres danser. Qu'est-ce qu'on a perdu là-dedans, à votre avis? Qu'est-ce qu'on a perdu? Je pense, il n'y a pas que la danse. Hein. Il y a dans le livre, je parle des pratiques culturelles populaires. Donc, je circonscris le terme culture dans un sens précis. On va dire, je dis que par pratique populaire, j'entends des pratiques dont les peuples, qui sont transmises par les peuples, qui sont transformées par les peuples, et non pas par des professionnels, et non pas par des institutions. Ils sont transformés en famille, dans la rue, etc. Donc, quand on n'a plus de culture populaire, ça peut concerner quoi? Ça peut concerner la manière dont on accueille les nouveau-nés, ça peut concerner la manière dont on accompagne les anciens, ça peut concerner effectivement aussi les pratiques artistiques populaires comme le chant, la danse. Quand on n'a plus ça, on n'a plus la possibilité tout simplement de faire communauté. Pas de faire communauté pour se fermer, mais au contraire pour s'ouvrir aux autres communautés.
on n'a plus la possibilité de se rassembler et de faire sens. Voilà. Pour vous, l'occidental est, enfin, on va dire l'occidental pour faire simple, est tissé de manque. Effectivement, il ne danse plus, il ne chante plus. Vous faisiez allusion au nouveau-né, il met ses enfants à la crèche, il met les vieillards dans les asiles ou dans les maisons de repos. Pour vous, tout ça est lié. Ça sert à quoi de savoir danser? Ça sert à quoi aux autres? Je pense que quand on sait danser parce qu'on appartient à une culture populaire encore vivante, on ne sait pas que danser. Hein. Je pense que la danse permet de travailler tout simplement un rapport subtil au temps. Voilà. La danse, c'est l'art de bouger son corps en rythme, hein, pour donner une définition simple. Donc, quand on remue la tête en marquant le temps fort d'un métronome ou d'une cadence, on n'est pas dans la danse, on est dans le pas militaire ou on est dans autre chose. Mais la danse, c'est quand on se joue de la cadence, quand on arrive à avoir une envolée entre les temps forts. Et ça, on ne sait plus. En France, on ne sait plus. Non, ça, on ne sait plus en France. On ne peut pas comparer la danse des canards. On pourrait faire une analyse scientifique si on avait le temps, poussée, assise. On ne peut pas comparer pas des canards, mais des canards, pardon, à ce qu'est le mbalar au Sénégal, à ce qu'est le shahabi au Maghreb, au grand nombre qui existe de danse turque ou de danse gitane. On peut pas. Ce n'est pas le même rapport au temps, c'est pas la même dextérité, c'est pas la même technicité, c'est pas le même savoir, tout simplement. Michel Onfray, vous êtes d'accord? Les Français, les gens des pays développés aujourd'hui ne dansent plus. En plus, ils en sont fiers et ils ont perdu quelque chose. Bah, excusez-moi, mais on va être obligé de revenir à la Révolution française. Mais je veux dire la Carmagnole. Non, mais avant que le jacobinisme ne triomphe, il y avait des régions, des provinces. Il y avait des danses qui correspondaient à une espèce de biotope. Ça voulait dire quelque chose, danser quelque chose en Bretagne. Rigodon. Oui, mais en Bretagne, en Alsace, en Corse, etc. Ça voulait dire quelque chose parce que ça obéissait à une nécessité naturelle. Quand la France devient la France, avec ce que ça suppose, le jacobinisme, le parisianisme, la centralisation, etc., la destruction de toutes les identités régionales, on devient une espèce de France qui danse à peu près la même chose. Qu'est-ce que nous propose le marché aujourd'hui? La danse des canards. Vous avez failli dire la danse des cadavres, mais c'était intéressant, votre presque lapsus. Et on a effectivement ça parce que ça ressemble à notre époque. Les danses régionales n'ont plus de sens. On voit aujourd'hui des gens avec des costumes folkloriques et puis des Nike et qui sont en train de danser. On se dit mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme parler des langues régionales qui n'obéissent plus à aucune nécessité naturelle. Il y a un darwinisme qui fonctionne sur la question de la danse. Quand la danse obéit à une nécessité culturelle, sociale, sociologique, politique, elle existe. Quand il n'y a plus ces nécessités-là, les danses disparaissent. Alors arrivent des danses internationales, espèce de danse des canards, et vous aviez raison de dire tout à l'heure que quand on opine du chef sur un métronome, on ne danse pas parce que le rythme c'est plus subtil et c'est plus complexe. C'est une des manifestations de la décadence de notre époque et du nihilisme de notre époque. Notre civilisation s'effondre, se délite, il y a une espèce de danse universelle où on n'a même plus besoin d'apprendre à danser, il suffit de bouger, de s'exciter, de s'énerver. Pardon, mais on entend quand même des cours de danse partout, dans Paris et sans doute ailleurs, bruisser toute la journée de cours de tango argentin, de paso doble, de salsa, de danse africaine, etc. Alors oui, il n'y a pas les danses populaires françaises, mais c'est peut-être un peu chauvin de le regretter beaucoup. Précisément, on peut peut-être être humble sur ça, nous les Français qui sommes si fiers de notre culture, de nos lumières, de nos concepts philosophiques, etc. C'est pas mon cas. Avoir cette humilité-là de dire, pour la danse, on n'est pas super fort, mais du coup, qu'est-ce qu'on se régale avec les danses, non pas standardisées de manière internationale, mais voilà, on danse les danses de l'autre, et c'est quand même une manière de rencontrer un peu la culture de l'autre. Pour vous, Jérémy, c'est pas du tout la même. Danser le paso doble ou le tango ou le jazz, ça n'a rien à voir. Je ne dis pas qu'on ne doit pas danser le paso doble ou la salsa. Au contraire, je pense que c'est en fréquentant, en rencontrant et en pensant cette rencontre avec les danses populaires encore vivantes, hein, et non folkloriques, c'est-à-dire qui sont encore devenir le mbalar sénégalais, encore devenir le shahabi maghrébin et encore devenir. Donc on doit rencontrer ces danses-là. Mais moi, ce que j'interroge, c'est l'absence de ces danses, l'incapacité d'apprendre et de transmettre des danses en milieu populaire français. C'est ça que j'interroge. Il s'agit certainement pas de chauvinisme. Je dirais même que le seul lieu où il y a encore des danses populaires qui naissent, mais bon, ce sont les quartiers où il y a une forte population immigrée, par exemple le hip-hop,
pour moi, fait partie, quand je parle du hip-hop de rue, je ne parle pas du hip-hop je ne parle pas du... Excusez-moi, je finis de dire même ce sur quoi peut-être vous serez contre, mais je vais jusqu'au bout. Je parle du hip-hop de rue, c'est-à-dire quand un enfant se met à écrire en rime et en écrivant comme ça, il a accès à une certaine vérité. Je parle du hip-hop de rue quand il se danse dans la rue. Je n'ai rien contre non plus, j'adore le rap, y compris qui passe à la télé ou qui ne passe pas à la télé, mais là je parle du hip-hop de rue. Il y a là une culture populaire parce qu'elle est portée par les individus qui vivent dans le quartier, elle se transmet dans la rue. Donc c'est pas du tout de dire, de regretter que nous n'ayons plus de danse populaire, c'est interroger pourquoi nous n'avons pas l'équivalent de ces danses subtiles en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Que nous est-il arrivé? Il faut savoir, juste peut-être je peux dire un mot, à l'origine de mon livre, il y a l'étude des philosophes de la décolonisation, Mémy, Césaire, Fanon, qui ont quand même mis à jour cet instant du processus colonial où le dominé adopte le discours du dominant et se met à détester sa culture. Or, normalement, les cultures immigrées, les cultures extra-occidentales qui ont subi la colonisation auraient dû disparaître. Or, elles sont encore vivantes. Je les fréquente depuis que je suis né, pour X raisons. Et je n'ai vu que des cultures vivantes. Vous dites qu'elles ont même servi à se défendre contre le colonialisme, que ce soit pendant l'apartheid, pendant l'esclavage. Oui, il y a aussi cet aspect-là. Là où elles sont vivantes, c'est une protection contre l'idéologie dominante. Parfois, c'est une protection contre la fascination pour la télévision. Même si on regarde beaucoup la télévision, il n'y a pas que ça. Quand on a une culture populaire vivante, ça a servi aussi à affirmer un autre type d'identité, comme à travers les Black Panthers. Ça a servi à raconter aussi les émeutes de rue en Afrique du Sud, donc avec les danses de l'ANC, etc. Mais tout ça pour dire que donc en me posant cette question, en voyant que les cultures populaires n'ont pas disparu chez ceux qui ont subi la violence, le crime colonial durant des siècles, je m'interroge, je me dis, mais comment se fait-il que c'est ici qu'elles ont disparu? Qui est colonisé, en fait? Voilà l'interrogation de mon livre. Donc, il n'y a aucun chauvinisme à dire qu'il n'y a pas de danse populaire en Europe de l'Ouest. Je ne parle pas que de la France, en France aussi, puisque je suis français, donc je m'intéresse effectivement à la France. Il n'y a aucun chauvinisme à ça. C'est vraiment pour arriver à poser la question, que nous est-il arrivé? Qu'est-ce qui fait que, quelque part, nous ressemblons à des colonisés tels qu'ils sont décrits par Césaire, quand il parle de ces peuples qu'on a privés, à qui on a arraché leur richesse culturelle, par exemple. Franck Mouchy? Oui, il me semble qu'il y a un contre-exemple. Vous parlez des pratiques culturelles en général. Tout à l'heure, Michel Onfray s'est livré une analyse opposant le jacobinisme au régionalisme. Moi, il me semble qu'il y a une pratique culturelle qui échappe un petit peu à ce que vous dites, c'est la pratique culinaire. Dont on s'aperçoit, il suffit d'ouvrir un poste de télévision pour s'en rendre compte, que la pratique va croissant, que les gens sont de plus en plus passionnés par ça, que là il n'y a pas d'opposition entre la cuisine traditionnelle française et des cuisines exotiques importées en France. Elles sont même le reflet de l'histoire de France. On voit que le couscous, par exemple, aujourd'hui est devenu le deuxième plat national français. Donc je pense qu'il faut faire attention. C'est vrai ce que vous dites pour la danse, c'est peut-être pas vrai pour toutes les pratiques culturelles. Yves Côte? Moi, je ne suis pas contre du tout ce qui est dit. Simplement, je pense que l'histoire de coloniser, colonisant, dominant, dominé, ça ne marche pas du tout. Mais à l'inverse, ce qui marche effectivement, je pense, et là je crois que c'est quelque chose de fort, c'est qu'avec la mondialisation, c'est pas qu'en France, il n'y a pas qu'en France qu'on voit ce problème-là. Dans beaucoup de pays développés, on s'est rendu compte, industriels, qu'il y a une sorte de destruction au niveau de la danse, de certaines danses coutumières ou certaines danses dites populaires, qu'il était d'ailleurs. Et en France, bien sûr, on subit aussi. Et je suis assez d'accord sur l'histoire, d'ailleurs j'en parle beaucoup moi dans le livre, sur l'histoire justement de la bouffe, au fond, du vin, etc., les fromages, etc. Il y a un ancrage qui est resté, il y a cette massification sans doute, cet individualisme aussi, qui fait qu'on est moins en groupe aussi, parce qu'il y a moins de villages, etc. Donc, parce que, en fait, la grande danse française, c'était quand même les danses de village, c'était les danses populaires. Ça n'a pas tellement de rapport avec dominant et dominé. Par exemple, je donne un exemple de dominé, entre guillemets, moi c'est un concept que je trouve flou, mais par exemple, les esclaves blacks qui étaient pris aux États-Unis, ils ont inventé en fait le jazz, par exemple, ils ont inventé cette culture dans le travail, etc., qui n'avait pas de rapport non plus avec leur culture d'origine. C'est quelque chose qu'ils ont créé. Il y a sans doute du rythme, etc., mais c'est une nouvelle culture qui est arrivée. Les gars venaient du Mali, du Niger, du Togo, etc. Ils sont tous retrouvés et puis ils ont créé cette culture de jazz. De la même façon, sur la techno, moi je pense que le rap, par exemple, c'est une culture populaire en réalité. C'est justement une culture de banlieue, etc., qui exprime sans doute mieux que, à mon avis, le bebop. Mais je ne suis pas spécialiste comme vous, mais je trouve que c'est, quand on l'entend, quand on écoute les paroles, il y a quelque chose qui passe, qui est de l'ordre précisément sans doute d'un dire qui ne peut pas se dire de manière
classique, j'ai envie de dire, ou traditionnel. Donc, Cela dit, ça ne date pas d'hier. Déjà, Céline, dans Mort à crédit, regrettait, il disait, les Français ne dansent plus. Dernier mot, Jérémy Piola. Il y aurait beaucoup de choses à dire à ce qu'a dit monsieur sur le dominant-dominé. Moi, je pense que cette perte des cultures populaires est issue de l'histoire, d'une histoire de dominants et de dominés, de gagnants et de perdants. Ça remonte très loin, j'en parle dans le livre, donc si on veut en savoir plus... Le colonialisme, ça remonte au néolithique, si vous voulez. Alors bon, oui, non, mais je parle du colonialisme moderne, hein. Je parle pas du colonialisme des fourmis ou des termites. Mais c'est pas les termites, le colonialisme, ça remonte vraiment au néolithique. Oui, on le voit en Grèce, en Égypte, la prise de terre... on le voit partout. Oui, tout à fait. Je comprends votre point de vue, mais simplement pour finir, donc, si je peux, la prise de terre ne s'est pas toujours accompagnée d'une destruction des cultures en place. C'est autre chose. Par rapport simplement à ce que vous disiez sur le hip-hop, ce qu'il y a dans le hip-hop qui est commun aux cultures populaires vivantes, c'est justement cet art, à travers le flow, de s'échapper du temps fort. Voilà. Merci Jérémy Piola. Merci à vous.